Madame, Monsieur, bonsoir. 78 jours depuis le début de l'état d'urgence sanitaire au Maroc. Et en attendant le plan de déconfinement progressif du gouvernement, les bilans catastrophiques et les doléances de différents secteurs ne se comptent plus. Le secteur privé et les appels au secours de ce secteur privé retentissent et les plans de relance pullulent. Arrêt ce soir sur un secteur qui pèse 4,7% du PIB national avec un chiffre d'affaires annuel de quelques 52 milliards de dirhams. Il s'agit du secteur des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques. Quelle ampleur des dégâts pour les 1600 entreprises que compte cette filière et surtout quel plan pour que ces industries ne coulent pas en sachant qu'il y a des menaces qui planent sur le système ou l'écosystème des industries qui gravitent autour. Alors on aura des réponses à ces questions à bien d'autres en compagnie du président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques, Tariq Aitri. Ce sera en première partie d'émission. Et ensuite, nous recevons Khalil Azouzi, expert en stratégie d'entreprise et fondateur du fonds d'investissement Azur. Et il sera question des limites de l'interventionnisme de l'État pour sauver l'économie, mais aussi le rôle de l'investissement privé. Restez avec nous. Mais d'abord, état des lieux et impact de la crise sur le secteur des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques avec Zineb Messari. Comme pour la plupart des secteurs de l'économie nationale, l'industrie n'échappe pas à la furie de la Covid-19. Et c'est le cas dans tout le pays. Pour l'heure, un bilan chiffré global se fait attendre, mais l'impact de la pandémie se mesure progressivement au niveau régional. Prenons l'exemple du premier pôle économique du royaume, à savoir la région Casablanca-Stade, qui concentre 59% du chiffre d'affaires national dans ce secteur. Selon les premiers constats officiels établis par le comité de veille économique sur place, une chute de 25 à 55% du chiffre d'affaires des industries y est déclarée. L'emploi a lui fondu de 30 à 85% pour une région qui emploie à elle seule plus de 300 000 personnes dans le secteur industriel. Par filière, on note que l'industrie du cuir a connu la plus grande baisse avec environ 55% du chiffre d'affaires et de 85% de l'emploi. La chimie, parachimie cède pour sa part 39% alors que la filière matériel électrique et électronique perd 38% de son chiffre d'affaires contre 31% dans la métallurgique, la mécanique ou encore l'électromécanique. Compte tenu de la conjoncture, des mesures exceptionnelles et provisoires ont été mises en place pour soutenir ces sociétés en leur faisant bénéficier d'avance sur la contribution du fonds de gestion de la pandémie. La région s'apprête d'ailleurs à débloquer les primes à l'investissement au profit des projets ayant signé des conventions dans le cadre du fonds de développement des investissements industriels. Alors, nous établissons le contact depuis Casablanca par Skype avec le président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques, la FIM. Bonsoir, Tariq Aitri. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Bon, alors, on compte quelques 87 400 emplois dans cette filière et on parle de la suppression de la moitié de ces emplois. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Je ne le confirme pas, malgré cette crise et durant toute cette période de confinement et malgré la baisse drastique de la commande, les entreprises du secteur des IMME ont fait vraiment un choix difficile de garder, préserver les emplois et d'en supporter les charges et de continuer à les payer en attendant une reprise économique. Nous pouvons juste confirmer que 7% de ces emplois au maximum seraient perdus définitivement à ce jour. Très bien, que risque les industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques aujourd'hui? Aujourd'hui, selon plusieurs enquêtes qu'on a menées au sein de la fédération auprès des membres, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous risquons de perdre jusqu'à 67% de l'activité des emplois si cette reprise n'a pas lieu.
Alors, en attendant Daman Relance, prévue pour le 15 juin, rappelons-le, cette ligne de crédit à 4%, remboursable jusqu'à 7 ans, sur un montant qui ne dépasse pas 10% du chiffre d'affaires ou un mois et demi de chiffre d'affaires pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dirhams. Quel impact, avant de parler de ce Daman Relance, quel impact des mesures déjà entreprises par le comité de veille économique en faveur des entreprises a-t-il eu sur votre filière ? En tout cas, avant de répondre à votre question, je souhaiterais quand même saisir l'occasion, justement à juste titre, pour rendre un grand hommage et remercier Sa Majesté qui, grâce à sa vision et ses décisions, nous avons pu naviguer sainement et sereinement et à moindre dégâts au travers de cette crise. Je dois aussi rendre hommage au ministre de l'Industrie et toutes ces équipes qui ont fait des efforts exceptionnels et surhumains pour gérer cette crise et en atténuer au maximum l'impact sur nos entreprises et nos emplois, ainsi que la CGM qui a tout fait à travers le CVE pour justement nous défendre et avoir des solutions, notamment ces Daman Oxygène et Daman Relance qui ont permis aux entreprises d'avoir un peu plus de souffle. D'ailleurs, le nom Oxygène a été bien choisi et c'est effectivement grâce à ce produit qu'aujourd'hui on peut toujours être vivant. Très bien. Que pourrait apporter le projet de loi de finances rectificatif ? C'est un projet qui est très attendu parce qu'il y a beaucoup de choses à changer sur la loi de finances et bien sûr, nous avons fait à travers la CGM, nous avons fait présenter un plan d'action pour relancer le secteur et cette loi de finances, comme j'ai dit, est très attendue, que ce soit pour notre secteur ou pour tous les autres secteurs de l'économie nationale. Dans quelle mesure elle est attendue ? Qu'attendez-vous de ce projet de loi de finances rectificatif ? Alors, en ce qui nous concerne, pour le secteur des IMM, nous avons besoin d'un renforcement de toutes les capacités financières de notre secteur, ne serait-ce que par la mise en place d'un fonds d'investissement ou un fonds de soutien dédié à l'industrie. Aussi, la commande publique, nous insistons sur la préférence nationale. Il est grand temps d'appliquer largement la préférence nationale. Nous souhaitons que cette loi de finances vienne de conforter et renforcer toute la commande publique. Celle-ci ne doit pas baisser, elle doit être maintenue et même, je dirais, accélérée. Très bien. En fait, parmi les mesures que vous avez proposées ou que votre fédération a proposées dans le plan de relance présenté devant le CVE il y a 2 semaines par la CGM, il y a cette question de la libération des parts de marché locales. De quoi s'agit-il ? Il y a aussi, vous l'avez évoqué, vous demandez que le quart de la commande publique et privée soit destiné au secteur national ou aux entreprises nationales. Comment cela ? Écoutez, vous savez, notre secteur dépend principalement des grands chantiers, des chantiers structurants. Et il est aujourd'hui primordial de garder tout ce flux d'activités au sein du pays et privilégier les entreprises nationales en imposant donc une préférence nationale d'au moins 25%. Puis, tous les projets qui nécessitent une intervention étrangère, nous devrions lier cette commande publique destinée à l'étranger avec un local content. Et tout cela, ça va dans le sens de garder l'activité et préserver les emplois et prospérer l'industrie marocaine. Quand on dit industrie métallique, métallurgique, il y a tout un écosystème, n'est-ce pas, qui gravite autour. Est-ce que vous parlez tous d'une même voix ? Toutes ces industries-là que compte justement la CGM ? Alors, oui, nous parlons de la même voix et je saisis l'occasion pour vous annoncer la naissance d'un nouveau bébé qui est un groupe Maroc Industrie au sein de la CGM. C'est un groupement de 11 fédérations industrielles du pays dont l'idée a mûri bien avant la crise, mais que cette crise a accéléré au fait de ce déploiement. Ce groupe a une mission noble et patriotique qui consiste entre autres, à placer l'industrie au cœur du modèle économique national et faire du Maroc de demain un grand pays industriel, comme il a su le prouver durant cette crise. Nous sommes motivés par la vision éclairée et réussite de Sa Majesté, dont nous avons cueilli les résultats dans l'aéronautique, l'automobile, les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, il est temps
de procéder à une relance industrielle et d'aller se positionner dans la chaîne, dans cette nouvelle chaîne de valeur internationale en faisant une chasse en meute et d'aller capter un maximum de volume pour notre pays. Donc aujourd'hui, nous sommes regroupés dans ce groupe Maroc Industrie à l'intérieur de la CGM et nous collaborons étroitement avec notre tutelle, notamment donc le ministère de l'Industrie, pour réussir cette mission. Créer des synergies, développer un seul écosystème industriel national, puisque nous sommes tous dans cet écosystème. C'est-à-dire mettre, en fait, ce que vous dites, c'est de mettre l'automobile avec l'aéronautique, avec les filières dont vous présidez la fédération. Nous sommes 11 fédérations industrielles. Il n'y a pas que l'automobile et l'aéronautique et les IMM, il y a 11 fédérations. Et toutes ces fédérations font partie du même écosystème. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, l'histoire des masques et l'histoire des respirateurs ont prouvé que ces synergies ne sont qu'une réussite pour aller à l'avant. Mais quid de l'innovation, quid justement de la technologie mais ça fait partie de la mission de ce groupement. En créant les synergies entre les différentes fédérations, nous créons un tissu d'expertise et de R&D. Donc, de toute façon, l'innovation et la recherche et développement est le cœur battant de cette mission. C'est intéressant que vous souleviez ce point parce que plus tôt cette semaine, dans Questions Éco, nous posions la question à un économiste sur ce redéploiement de la chaîne de valeur industrielle de l'Asie vers le sud de la Méditerranée, en l'occurrence le Maroc. Vous faites partie donc d'un secteur névralgique à de nombreuses industries. Quelle est votre vision de ce redéploiement, de la capacité du Maroc à capter ces investissements étrangers qui étaient destinés à des pays asiatiques? Au fait, le Maroc, on ne peut pas comparer la taille du Maroc à la taille de la Chine ou d'autres pays asiatiques, mais le Maroc a la capacité de capter beaucoup d'investissements, beaucoup de relocalisation industrielle, justement, et nous avons cette capacité, nous l'avons prouvé au fil du temps. N'oublions pas, par exemple, que le secteur des IMM, c'est un secteur qui existe avant même l'indépendance du Maroc, et c'est un secteur qui est exportateur. Donc, il y a une capacité pour le Maroc, et c'est une occasion. Cette crise, je permettrai le mot, c'est une aubaine pour le Maroc aujourd'hui, pour aller consolider déjà ses acquis et tout ce qui a été fait par le passé et aller chercher de nouveaux encore marchés et plus de volume. Est-ce que vous pensez que ces volumes-là pourraient aider les entreprises à se relever après cette crise? Surtout qu'il y a des craintes de surendettement, que l'endettement explose pour certaines entreprises, notamment dans votre filière, par rapport déjà à une situation endettée critique bien avant la crise. De toute façon, la problématique de l'industrie marocaine a toujours été le financement et l'endettement. N'oublions pas que depuis des décennies, nous n'avons plus de banque de développement au Maroc et nous n'avons pas de banque d'investissement. Chose qui fait partie des demandes de notre fédération, c'est la mise en place d'une banque de développement, une banque d'investissement. L'industrie est un secteur qui carnivore en financement. N'oublions pas que nous devons financer les investissements. C'est des investissements en continu parce qu'il faut renouveler sa flotte machine. Oui. Il faut être à la tête de la technologie. Il faut financer les intrants. Et vous savez, pour les industries, que ce soit l'automobile, l'aéro, les IMM, nous achetons la matière première. Entre le jour où nous achetons la matière première et on livre le produit final, ça peut prendre des mois, voire des années. Donc, c'est tout à fait normal que les entreprises industrielles soient endettées. Mais aujourd'hui, il faut trouver d'autres moyens de financement, notamment par des fonds d'investissement dans les industries. Mais il y a des fonds d'investissement au Maroc. Est-ce que ces fonds d'investissement ne s'intéressent pas assez justement à ce secteur industriel? Ces fonds d'investissement existent, ils sont déjà dans certaines entreprises industrielles, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin. On parle de combien en termes de volume? Juste pour terminer, Tariq Aitri. En termes de volume à capter? En termes de volume d'investissement. Vous savez, aujourd'hui, notre secteur il a besoin d'environ pas moins de 20 à 25 milliards de dirhams d'investissement immédiat. Très bien.
Écoutez, je vous remercie. Malheureusement, on n'a plus de temps pour aller plus dans d'autres questions qui concernent ce secteur. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi, merci. Merci, Tarek Haïtri. Voilà, donc c'était la première partie de questions écho plutôt. Et nous allons continuer dans cette lancée de fonds d'investissement. En deuxième partie, restez avec nous. Nous allons donc parler d'investissement et d'interventionnisme de l'État en cette seconde partie. Mais avant, je vous laisse avec ce papier de Zine Msali qui revient sur les mesures de soutien pour les entreprises, mais également cette intervention forte de l'État marocain pour sauver son tissu économique. Regardez. Dans sa volonté de maintenir l'économie nationale, l'État marocain a lancé plusieurs mesures de soutien aux entreprises. Près de 142 000 entreprises, soit 57% du tissu économique, ont arrêté définitivement ou temporairement leurs activités à cause de la pandémie. Les TPE représentent 72% des entreprises en difficulté, 26% pour les PME et seulement 2% des grandes entreprises. Parmi les grandes mesures proposées, les intérêts bancaires résultant du report des échéances des crédits ont été pris en charge par l'État et les banques. Daman Oxygène sera prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 et aucune sûreté ne sera exigée. Mise en place de mesures d'assouplissement visant à éviter aux entreprises bénéficiaires de contrats de marché public le paiement de pénalités de retard de livraison dont elles ne sont pas responsables. Le gouvernement souhaite préserver l'activité industrielle et relancer un modèle économique plus durable qui ferait la part belle au Made in Morocco. Ainsi, pour le patronat marocain, ce label devrait être l'occasion de réconcilier les consommateurs marocains avec les produits locaux. Depuis Casablanca par Skype, Khalil Azouzi, expert en stratégie d'entreprise et fondateur du fonds d'investissement Azur Innovation. Bonsoir Khalil Azouzi. Bonsoir. Quels sont les autres moyens de l'intervention de l'État pour sauver l'économie, outre ceux qui sont déjà activés ? Écoutez, je pense que l'intervention du ministre de l'économie et des finances, M. Ben Chaboun, la semaine dernière devant la CGM a été claire et je pense qu'il a planté le décor par rapport aux outils de financement qui sont projetés et je trouve que c'est louable que venant du ministre, qui est quand même quelqu'un qui connaît très très bien les tissus économiques pour avoir été à la tête d'une grande banque de la place et qui maîtrise très très bien ces mécanismes. Je pense qu'il a parlé des dettes subordonnées et je trouve que les dettes subordonnées, c'est un excellent outil de financement pour la simple raison que c'est des dettes qui permettent… Si vous pouvez expliquer justement de quoi il s'agit pour nos téléspectateurs, Khalil Azouzi. Absolument. Alors, les dettes subordonnées, c'est des dettes qu'on appelle des dettes seniors qui viennent en fait au renforcement des fonds propres. Et comme on sait, dans notre pays, il y a 90% quasiment des entreprises qui sont des PME. Et donc, ils sont sous-capitalisés. En fait, c'est la problématique récurrente et qui est en fait structurelle au Maroc. Et donc, la dette subordonnée viendra combler en fait, ce manque en fonds propres pour deux raisons principales. Les fonds propres, c'est un apport en cash à long terme. Donc, il n'y a pas besoin de rembourser à court terme. D'ailleurs, nous vivons une crise qui risque de durer longtemps. Donc, les entreprises ont besoin d'un financement à moyen et à long terme. Et donc, ces dettes subordonnées seront remboursées in fine avec des délais de grâce assez conséquents. Donc, ils permettront à ces entreprises de régénérer, je dirais, du cash et du gras pour qu'ils puissent faire en fait, face à cette période qui est critique et qui est en fait qui a une durée, qui a une période de convalescence qui reste de durer quand même un bon bout de temps dont on ne maîtrise pas en fait la durée. Maintenant, le deuxième avantage, c'est que grâce à ces levées de dettes, ils pourront éventuellement faire des investissements qui leur permettront de faire un pivotage ou des réglages de leur modèle économique, sachant que la pandémie a montré un certain nombre de limites et nous a montré
quand bien même les modèles économiques classiques ou traditionnels ont montré leurs limites. Donc, il est temps à ce que nos entreprises prennent le devant dans une démarche, je dirais, prospective pour Mmh. anticiper l'évolution de nos modèles économiques et qui vont arriver très vite avec forcément tous les changements que nous connaissons qui auront un impact euh, énorme sur aussi bien le marché de l'emploi que sur le mode de consommation, que sur la consommation, et j'en passe. Puisque vous évoquez les Euh, limites, quelles sont les limites de l'interventionnisme de l'État? Alors, les limites, je dirais que l'État ne pourrait pas se substituer à la volonté ou à l'initiative privée, bien évidemment. Combien même avec toutes ces incentives, toutes tous les encouragements qu'ils peuvent mettre en place, il faudrait qu'il y ait une volonté qui émane, je dirais, de la communauté entrepreneuriale et en l'occurrence, à leur tête, la CGM. Donc, cela viendra de l'esprit de prise de risque et de l'esprit d'aller de l'avant. Certes, il y a besoin qu'il y ait un environnement serein, un environnement, je dirais, stable en termes de fiscalité, en termes de code de travail, en termes en termes de tout ce qui est légal, qui appartient en fait à la partie juridique de la société. Tout cela, ce sont des signaux. Maintenant, je sais que il y a beaucoup de travail, beaucoup de chantiers qui sont en cours. Il y a ceux qui ont été faits, mais d'autres sont en cours et qui verront le jour. Mais cela ne peut pas être fait de manière isolée. Je pense que la démarche, c'est une démarche concertée, collégiale, pour que tout le monde, en fait, trouve son compte. Vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement, Khalil Azouzi. Quelles sont aujourd'hui les priorités de ces fonds d'investissement en temps de crise, puisque vous parlez d'investissement privé? Alors, aujourd'hui, si je parlais au nom de tous les fonds, parce qu'en fait, chaque fonds a sa stratégie et chaque fonds, en Naturellement. fait, il a une cible particulière. Nous avons plus de fonds de développement au Maroc que de fonds de capital risque. Aujourd'hui, Azure Innovation, c'est un fonds de capital risque qui finance tout ce qui est innovation. Et quand je Mhm. dis innovation, c'est dans le sens large du terme. Donc, en fait, nous positionnons exactement sur la filière de tous les métiers de demain, et donc en l'occurrence de tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est edutech, tout ce qui est télémédecine. Donc en fait, nous accompagnons aussi l'économie dans sa mue, dans sa révolution, et grâce à ces financements que nous apportons à ces startups. Pourquoi les startups? Parce que, comme vous le savez, les startups sont des structures très agiles, très flexibles et qui peuvent aller très vite dans des modèles économiques avec de la créativité et de l'innovation, chose qui n'est pas toujours évidente dans une grande structure. Je prendrai juste l'exemple d'un grand paquebot par rapport à un petit bateau. Donc le virage n'est pas le même quand on a envie de changer de cap. Donc voyez-vous que beaucoup de structures aujourd'hui, beaucoup de grands groupes à l'international, des multinationales ont investi massivement dans des startups justement pour booster et acquérir des nouvelles compétences et de nouveaux métiers, des métiers d'avenir. Je voudrais en fait juste le préciser. Dans quelle mesure vous pensez que le Maroc est apte justement à encourager ce shift-là et notamment en manque nous le savons, beaucoup d'investissements ne font pas de transfert de technologie quand ils s'installent au Maroc, mais qu'en est-il de la technologie qui est produite ici même? Alors, je vous remercie pour cette question. C'est une question pertinente parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, comme vous le savez, la crise économique et sanitaire que nous vivons a montré les limites des modèles de production classiques, à savoir qu'ils sont plutôt axés sur la sous-traitance et de la sous-traitance dans des pays assez lointains, en l'occurrence l'Asie, les pays de l'Asie, pour la simple raison que ces entreprises vont chercher l'optimisation de leurs coûts. Or, aujourd'hui, avec cette crise, le paradigme a complètement changé. On s'est rendu compte que les priorités qu'on avait dans le temps ne seront plus les mêmes à l'avenir, à savoir les métiers de la santé, à savoir
tout ce qui est relatif à l'environnement, tout ce qui est partage des ressources pour une meilleure équité sociale. Donc tout cela reviendra au goût du jour avec une priorité, et donc ces priorités vont dicter en fait les modèles économiques à venir. Et là, je dirais que pour le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons réalisé quand même énormément de choses. Depuis le plan émergence, depuis l'accélération industrielle, mais il faudrait qu'on passe en fait à une autre vitesse, celle d'un partenariat gagnant-gagnant, où nous pourrions investir ou co-investir avec des partenaires stratégiques avec lesquels nous avons un certain nombre d'intérêts en commun, et en l'occurrence les marchés, celui qui détient le marché, comme vous le savez, c'est celui qui, in fine, vous dicte la démarche à suivre. Donc, celui qui produit, quand bien même il pourra toujours produire de très bons produits, mais si vous n'avez pas le marché, vous risquez de rester en fait bloqué avec votre production. Donc aujourd'hui, la réflexion stratégique, il faudrait qu'il y ait une réflexion en amont et en aval. C'est pour cela qu'on est là et qu'on échange avec des experts comme vous. Merci beaucoup, Khalil Azouzi, de nous avoir partagé vos éclairages. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Nous vous retrouvons lundi à 21h, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de votre émission. N'hésitez pas à interagir avec nous via le hashtag Questions Écho. Très bon week-end et à lundi. D'ici là, prenez bien soin de vous.